Ouverture le 16 septembre prochain devant la Cour des justices de l'EAC de l'audience publique qui opposera la RDC du Rwanda. Ce procès intervient consécutivement à l'agression que le Rwanda fait subir à la RDC, notamment dans sa partie Est. Célébration ce 29 août de la journée internationale contre les essais nucléaires, sensibiliser le public sur les effets des explosions expérimentales d'armes nucléaires et d'autres explosions nucléaires afin d'y mettre fin est l'objectif de la journée. À Goma au Nord Kivu, les parents doutent encore de la rentrée scolaire alors qu'on est à 4 jours. Ceci est dû à plusieurs réalités auxquelles ils font face. Nouveau journal sur la chaîne du repos. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On parle actualité. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a remis un lot important des matelas à la prison centrale de Mbuji-Mayi. La remise de ce bien s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions des détenus dans les maisons carcérales de la République démocratique du Congo. Maître Constant Mutamba a posé ce geste ce jeudi 29 août 2024 à l'occasion de son séjour à Mbuji-Mayi dans le cadre des désengorgements de cet établissement pénitentiaire. Nico Kassanda. La prison centrale de Mbuji-Mayi a été dotée de plusieurs matelas neufs avant d'être désengorgée par le ministre de la Justice. Un motif de joie pour l'administratrice de cette maison carcérale. Tous les détenus de la prison centrale de Mbuji-Mayi, et à mon nom propre et au nom de la division provinciale de la justice du Kasaï oriental, je remercie de tout cœur l'excellence le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, et je remercie aussi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour ces gestes combien louables pour les réformes et pour tous les efforts qui sont en train de consentir pour une bonne détention. Les prisonniers, eux, n'ont pas manqué à exprimer leur gratitude vis-à-vis du chef de l'État et du ministre Constant Mutamba pour ses efforts dans l'assainissement de son secteur. Le patron de la justice a voulu écouter la population sur différents dossiers d'injustice auxquels elle fait face. Une solution leur a été promise le plus tôt que possible. Des familles venues accueillir et célébrer la sortie des prisons de leurs membres n'ont pas non plus caché leur joie. Un jour avant, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Bouemba, a reçu en audience le ministre d'État, ministre de la Justice, garde Sceaux dans son cabinet de travail en présence du membre du gouvernement provincial et des autorités sécuritaires. Le ministre d'État à la Justice a exprimé son souhait pour la justice du Congo. Regardez. Reçu au cabinet du gouverneur Jean-Paul Mbouébois, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a tenu sur place une réunion avec le gouvernement provincial et les membres du Conseil provincial de sécurité. Se rassurer du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la région et désengorger la prison centrale de Mbuji-Mayi sont là les objectifs de sa mission. C'est dans le cadre de la tournée que j'ai lancée sur l'ensemble du pays pour inspecter les conditions carcérales des détenus, inspecter toutes les infrastructures de la justice, mais également vulgariser toutes les réformes que nous sommes en train d'entreprendre sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et de son Excellence Madame la Première ministre. Et nous allons également en profiter pour désengorger la prison ou les prisons aussi bien de Mbuji-Mayi que d'ailleurs et améliorer leurs conditions, les conditions carcérales. Constant Mutamba a mis en garde tous les spoliateurs de terrain de la MIBA SA. J'avais déjà à l'époque donné injonction au PG et à l'auditeur supérieur pour mettre fin à la spoliation des biens de la MIBA. Et je suis venu pour pouvoir me rendre compte de l'exécution des instructions que j'avais dictées à l'auditeur supérieur et au PG près la cour d'appel du Kasaï oriental. Il est clair que tous ceux qui sont à la base de la spoliation des biens de la MIBA seront déférés devant les instances judiciaires compétentes. Il y aura donc des poursuites qui vont être lancées contre les auteurs de tous les spoliateurs de biens de la MIBA, mais aussi et surtout de tous les détourneurs des deniers publics de la MIBA
et d'autres services. Le ministre de la Justice ne décolère pas. Il est déterminé à restaurer une justice incorruptible en RDC. Ouverture le 16 septembre prochain de l'audience publique qui mettra aux prises la République démocratique du Congo au Rwanda devant la Cour de justice de l'EAC. Le procès aboutira à la condamnation du Rwanda consécutivement à l'agression qu'elle fait subir la RDC, notamment dans sa partie Est. Ce procès intervient consécutivement aux requêtes introduites par la RDC devant le greffe de cette instance judiciaire régionale. C'est le vice-ministre de la Justice chargé des contentieux internationaux, Maître Samuel Mbemba, qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse ce jeudi 29 août 2024. Regardez. J'ai été chargé par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de me rendre à Arusha pour réclamer que les requêtes introduites par la RDC contre le Rwanda soient examinées en audience publique. J'ai demandé que la requête introduite par la RDC soit examinée dans les meilleurs délais, sinon la RDC allait quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le résultat n'a pas tardé. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est que, immédiatement après mon départ d'Arusha, la Cour a programmé l'affaire de la RDC contre le Rwanda. Alors, quelles sont les implications de l'ouverture de ce procès? Premièrement, ce procès aboutira à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale d'un État membre de l'EAC, à l'occurrence la République démocratique du Congo. Il en est de même des conséquences qui en découlent, dont notamment les atrocités de masse contre les populations civiles ainsi que les violations graves et flagrantes du droit international humanitaire que le Rwanda devra réparer. Les gouverneurs de l'espace Grand Kasaï étaient convoqués à une réunion d'urgence de sécurité à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï-Oriental par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela. La vice-ministre de l'Intérieur a appelé le responsable de cette province à plus de vigilance afin de garantir et prévenir la paix dans leurs provinces respectives au regard des instructions venant du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Il s'agit d'un moment décisif et déterminant pour Eugénie Tchela, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de transmettre des instructions claires venant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï convoqués en urgence à Mbuji-Mayi pour une réunion du Conseil de sécurité aux côtés de plusieurs autres services locaux. Pendant près d'une heure, le numéro 2 de la territoriale de la RDC a dans son adresse convié les chefs des exécutifs provinciaux du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankourou à redoubler plus de vigilance dans cette période où le pays est agressé par le Rwanda et ses complices. C'est tout à fait normal, comme vice-ministre en charge de l'administration, et devait quand même écouter les gouverneurs de province pour l'état sécuritaire dans toutes les 5 provinces qui constituent l'espace Grand Kasaï. Les 5 gouverneurs se sont retrouvés et chacun d'eux a pu brosser succinctement ce qu'est la sécurité dans sa province. Il nous a écoutés et il va agir par rapport à toutes les doléances, les plaintes de chaque gouverneur. Très satisfait du speech et des orientations reçues de la vice-ministre de l'Intérieur, les 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï ont pris l'engagement de s'investir dans la vision du chef de l'État, centrée sur la paix et le développement de leur milieu
en vue d'un Congo fort uni, en vue d'un Congo fort et prospère. Et parlons de cette information, l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et de développement durable en République démocratique du Congo. C'est sous ce thème que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement lancé la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. La chef du gouvernement a salué la tenue de ces assises qui constituent un cadre idéal d'échange sur les difficultés identifiées par la jeunesse congolaise. Patrick Issou, Nico Kassanda. L'objectif principal de l'organisation de cette table ronde inclusive qui réunit la jeunesse et le gouvernement vise à créer un espace de dialogue constructif où les jeunes peuvent présenter leurs préoccupations, notamment les difficultés identifiées, en l'occurrence le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel. Je salue la tenue de cette table ronde inclusive et nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux, notamment la paix et le développement, mais qui englobent néanmoins les difficultés identifiées qui concernent notre jeunesse, à savoir le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel, le faible taux d'accompagnement des jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administratives. Il est important de souligner que de telles assises ont déjà été organisées par le passé. Des moments où les jeunes se sont réunis, ont échangé, ont proposé des solutions. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà des simples rencontres et discussions. La première ministre n'a pas manqué d'appeler la jeunesse congolaise à enraciner la culture de la paix et de tolérance. Mesdames et messieurs, chers jeunes, il est indéniable que la consolidation de la paix est un processus indissociable et indispensable au développement durable de notre pays. Aussi, partant du rôle majeur et constructif que vous endossez, il nous faut donc enraciner une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. Signalons qu'au cours de cette table ronde, 20 projets des jeunes considérés comme les plus innovants seront présentés aux participants et des financements sont prévus en vue d'accompagner ces derniers. Les 1200 agents employés de la société Chituru Mining Corporation risquent un retour au chômage. Ceci est consécutive au manque d'une somme qui va au-delà de 20 millions de dollars américains que la société doit payer à un avocat en guise des horaires. Une délégation syndicale est allée plaider sur ce cas auprès du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Emeline Benikombidio nous en dit plus. 22 millions de dollars américains, c'est le montant exorbitant que la société Chituru Mining Corporation doit à un avocat comme ses honoraires. Plus de 1000 agents risquent de retourner au chômage. Nous sommes venus ici pour présenter le dossier qui brûle au niveau de l'ICACI dans la société. Ce dossier concerne les honoraires exorbitantes qui s'élèvent à 22 millions que la société devrait à un avocat. Ce qui est apparu un peu difficile pour la société de pouvoir trouver les 20 millions, plus de 20 millions de dollars pour pouvoir payer cet avocat. Et non seulement il y a ces honoraires-là, l'avocat a tout fait, il a diligenté une procédure qui est arrivée à la saisie-vente des biens de la société. Voilà pourquoi nous sommes venus voir l'Excellence pour demander de surseoir cette décision qui devra intervenir le 30 si jamais une décision n'est pas prise à temps. Le vice-gouverneur, il est vraiment ouvert et il nous a demandé de le rencontrer encore demain pour trouver des solutions. À 9h. Nous sommes conscients que même lui et nous sommes convaincus que les 1200 agents qu'emploie la société Chituru Mining Corporation ne peuvent pas être mis à la porte à cause d'un individu.
Vous savez vous-même que nous sommes des Africains. Chaque agent a derrière lui un nombre incalculable de personnes qu'il nourrit. Et même la ville de Likasi pourrait connaître des problèmes très sérieux de manière économique, sociale. La délégation syndicale de Chituru Mining Corporation souhaite que toutes les parties trouvent une solution à l'amiable. Victime du pillage et destruction de ses richesses par le Rwanda et autres pays voisins, la République démocratique du Congo hausse le ton et exige respect vis-à-vis de ses ressources naturelles. C'est le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilumbai, qui a dénoncé ce mauvais comportement. Ce parlementaire a porté la voix de la République démocratique du Congo à la conférence parlementaire francophone tenue à Malabo en Guinée équatoriale. Nico Kassanda. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbai, qui a conduit la délégation de la République démocratique du Congo à cette conférence parlementaire francophone organisée à Malabo en Guinée équatoriale. Jean-Claude Chilumbai a d'entrée de jeu rappelé le rôle majeur que joue le bassin du Congo dans la lutte contre le changement climatique. Vous savez, comme le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a souligné et le souligne souvent que nous sommes des pays utiles, des pays indispensables pour cette question précise. Vous savez le rôle que nous jouons. Nous avons la grande partie de ce bassin tant vanté et sur lequel se fonde beaucoup d'espoir dans ce continent et même ailleurs. Comme vous le savez aussi, les bassins du Congo, c'est le deuxième poumon mondial des réserves forestières et qui est appelé à jouer un très grand rôle dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Le premier vice-président de la Chambre basse de la RDC a par ailleurs dénoncé le fait que la RDC soit victime de banditisme et de pillage des écosystèmes, notamment dans le parc Virunga, par le Rwanda et les autres pays voisins. Il était aussi ici nécessaire, l'occasion pour nous d'ailleurs de faire passer ce message important qu'en même temps que l'Afrique centrale discute des questions de changement climatique, des possibilités de réduire les effets du changement climatique et compte sur ce grand Congo qui est le pays indispensable, le pays espoir. Et en ce moment précis, nous sommes, nous le Congo, victimes de banditisme qui ne dit pas son nom, de pillage et de destruction honteuse des écosystèmes dans les parcs de Virunga, entre autres par un pays africain agresseur, le Rwanda ici, je le cite. Donc c'était pour nous aussi l'occasion pour faire passer ce message aux amis du Congo, ici en Guinée équatoriale, mais aussi à tous les autres pays qui sont venus participer à cette activité. Ici est de rappeler que cette conférence parlementaire a porté sur le réchauffement climatique. Et parlons de la célébration de cette journée. Les Nations Unies ont institué le 29 août de chaque année la journée internationale contre les essais nucléaires. L'objectif est de sensibiliser le public sur les effets des explosions expérimentales d'armes nucléaires et d'autres explosions nucléaires et d'y mettre fin. On en parle avec Bénédicte Kokemonombi. Ce sont des désastres radiologiques et écologiques. Le test de la bombe à hydrogène en mars 1954 dans les îles Marshall qui toucha de nombreux militaires et habitants, avec la crise de Cuba en 1962 qui sont entre autres devenues l'une des raisons de la création du traité de l'interdiction partielle des essais nucléaires signé et ratifié par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, ayant proscrit les essais d'armes atomiques dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau. De 1945 à 2017, les 9 puissances nucléaires ont réalisé plus de 2000 explosions d'armes nucléaires, dont la plupart testées sur les colonies, les terres indigènes. Ces essais nucléaires ont causé d'énormes dommages aux personnes et à l'environnement, raison pour laquelle les communautés et les États touchés par les armes nucléaires luttent pour faire reconnaître les préjudices qu'ils ont subis et pour obtenir de l'aide, enfin de
de faire face aux conséquences. Pour cette journée internationale contre les essais nucléaires, les Nations Unies appellent le monde à parler d'une seule voix pour mettre fin à cette pratique et à ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, qui est le seul instrument à proscrire tous les essais nucléaires en même temps, un outil de sécurité essentiel. Plus que 4 jours pour que les élèves renouent avec le chemin de l'école. Cependant, plusieurs réalités et situations renvoient au questionnement à l'est de la RDC, précisément à Goma. Les parents doutent encore sur l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour le lundi 2 septembre 2024. La situation reste encore flegmatique. Regardez. La rentrée scolaire devient de plus en plus incertaine au vu de situations qui peuvent constituer d'entraves, voire même de risques. À l'est de la RDC, l'insécurité et la précarité financière ne facilitent pas la tâche aux parents. Moïse Angui est un militant de la Lucha Goma. La rentrée scolaire prévue pour le 2 septembre 2024 s'annonce très timide ici au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. En fait, la province est en proie à une insécurité grandissante, y compris la ville de Goma, où les ennemis de la paix, les rebelles du M23, sont en train de gagner du terrain. Les enfants qui sont issus des zones sous occupation de M23 seront donc en difficulté de regagner les établissements scolaires. Raison pour laquelle nous sommes en train de demander au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour restaurer la paix et l'autorité de l'État. En même temps, nous remarquons qu'à travers cette guerre d'agression injuste, les parents sont démunis de tout, dépourvus de tout. Sur le plan économique, en tout cas, c'est catastrophique. La misère a élu domicile dans plusieurs ménages. Jusqu'à présent, nous ne sentons pas le mouvement sur les différents marchés, comme pour voir les parents en train de se procurer des kits scolaires. Donc vraiment, c'est compliqué ici. Plus que 4 jours, les autorités tant nationales que provinciales sont priées de régler cette situation pour préserver les élèves et leur permettre de faire un retour sécure à l'école. Ouvrons la page sportive par cette information. Bientôt la construction d'un stade moderne d'une capacité de 40 000 places assises dans la commune de Ndjili à la place Sainte-Thérèse. C'est ce qui a constitué l'objectif de l'audience qu'a accordé le ministre des Sports Didier Boudimbo, responsable de l'entreprise Toha, en présence de l'expert CAF Emmanuel Kondé. Shadrach Tanta. La partie est de Kinshasa sera bientôt dotée d'un stade moderne d'une capacité de 40 000 places assises à la mythique place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Ce site comptera en sus des espaces commerciaux et culturels et portera le nom de l'ancien Premier ministre, le docteur Étienne Tshisekedi. Vous savez, on arrive véritablement à rencontrer une question importante d'infrastructures sportives dans notre pays. Et je crois qu'avec la société Toha qui a proposé ce projet, on va véritablement aboutir à la construction d'un stade moderne qui va être catégorisé dans la catégorie 3 au niveau de la catégorisation des stades par la Confédération africaine de football. Il est question donc d'ériger un stade du côté de la Tchangou, à Ndjili précisément. Ce stade de 40 000 places portera le nom du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, voyez-vous, et que donc ça pourra permettre dans la fonctionnalité de dégager les activités sportives dans la partie Est. Vous savez que jusque-là, les activités sont concentrées du côté des Martyrs et Tata Raphaël, mais avec ce stade, on aura véritablement la possibilité de désengorger les activités sportives dans un bastion, dans un fief des pratiques des disciplines sportives qui est la Tchangou. La construction de cet édifice consacré au football a pour objectif de décongestionner les 2 grands stades de la ville, situés tous 2 dans la partie ouest. Il est de noter que les travaux de construction vont s'étendre sur une durée de 3 ans et seront financés par un partenariat public-privé dont l'exécution sera assurée par l'entreprise Toha. Réunion au siège de la Linafoot entre le COGES et le président des clubs. Il était question pour les comités de gestion de la Linafoot d'annoncer au club la signature du contrat de partenariat pour le changement du naming de la Ligue 1. Shadrach Tanta revient.
Réunis au siège de la Linafoot, les dirigeants du club ont échangé avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football sur le partenariat Illico Cash Linafoot qui a conduit au changement du naming du championnat de la RDC qui s'appellera désormais Illico Cash Ligue 1. La Linafoot nous a appelés pour échanger avec nous autour du nouveau sponsor. Les nouveaux sponsors que la Linafoot est en train de finaliser les contrats et d'ici la semaine prochaine, nous pensons que la Linafoot va nous dévoiler exactement le pourquoi et comment sera signé ce contrat. Pendant près de 2 heures, les deux parties ont échangé sur les différentes questions, notamment la gagnante mise à la disposition de la Linafoot par les sponsors, aussi la part de club dans ces partenariats. Toutes ces questions ont été abordées sans tabou, a fait savoir Lambert Rosango, président de l'ADEFCO. Donc, comme nous avions suivi au travers les réseaux, c'est comme ça que la Linafoot a préféré spécialement nous appeler pour nous rassurer que les clubs seront mis au parfait de tout ce qui est en train d'être fait. Et nous les avons encouragés. Le déroulement du championnat, c'est d'ici le mois prochain. Donc, ils vont nous communiquer. Ils vont tenir compte de la réglementation, de la durée de la publication du calendrier et du début du championnat. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Nous avons félicité les comités en place. Seulement, nous leur avons demandé de continuer le travail qu'ils sont en train de faire pour que le football soit amélioré cette fois-ci. Il tient de noter qu'une conférence de presse est prévue le 4 septembre prochain, durant laquelle tous les détails de ce contrat seront élucidés. Et toujours en sport, le ministre des tutelles accordé a rendu visite le mercredi 28 août 2024 au Léopard Karaté de la RDC en prévision de leur préparation pour le championnat d'Afrique des Nations qui démarre le 2 septembre prochain à Tunis. Cette visite du patron des sports congolais s'inscrit dans le cadre des encouragements et l'accompagnement du gouvernement afin de booster leur morale à cette compétition. Nico Kassanda. À quelques jours du démarrage du championnat d'Afrique des Nations de karaté qui aura lieu à Tunis à partir du 2 septembre prochain, les léopards de la RDC ont bénéficié de la visite du ministre des Sports et Loisirs. Didier Boudimbo leur a promis l'appui du président de la République et du gouvernement. Je suis convaincu que là où vous allez partir, vous allez ramener des médailles. Avec le président, on se bat pour essayer de trouver les moyens, pour mettre les moyens à votre disposition. Je pense que Dieu voulant, avec l'accompagnement du ministère des Finances et du Budget, on va y arriver très rapidement pour que vous puissiez participer et représenter notre pays, la République démocratique du Congo. Déterminés à sortir les grands jets dans cette compétition, les léopards de la RDC invitent les autorités compétentes à penser à eux dans la mesure où ils font honneur au pays, à l'instar de leur participation au championnat d'Afrique organisé au Cameroun où les fauves congolais ont raflé 19 médailles. Recevoir la visite du ministre, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de spécial, ça va nous booster. Ça va nous donner encore plus d'énergie pour bien préparer. Ça nous montre que nous avons une très grande responsabilité. Le moral n'est pas au zénith parce que nous venons du Cameroun. On a fait un long voyage. On a travaillé comme de fous. On a remporté des médailles, comme vous le savez. Mais retournons au pays, on n'a pas encore reçu notre frais d'émission. De son côté, Freddy Lakombo, président de la Fédération des karatés du Congo, calme les jeux et pense que la visite du ministre des Sports constitue une lueur d'espoir pour les athlètes congolais. Vous venez de constater par vous-même la visite de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Il a, en peu de mots, rassuré les léopards qui vont participer, Dieu voulant. Il a dit, je répète ce mot, ils vont participer au championnat d'Afrique des Nations à Tunis, c'est 2 septembre 2024. Les autorités compétentes sont appelées à prendre à bras le corps la situation afin de permettre aux athlètes congolais d'être motivés. Et finissons par cette information, les agents de la police kenyane et haïtienne se sont lancés dans une opération conjointe au port du Prince au Kenya. Cette opération vise à mettre fin à l'insécurité causée par des groupes des gangs. Cette mission multinationale est accompagnée par l'ONU. Suivez.
L'opération a été lancée mercredi pour chasser des gangs qui contrôlent la capitale haïtienne. 3 policiers victimes d'une fusillade ont reçu la visite du Premier ministre Gary Coney. La fusillade a eu lieu dans un quartier pauvre de Bel-Air où les gangs font la loi. Je suis fatigué de voir des policiers se faire tirer dessus. Je suis fatigué de me rendre aux funérailles des policiers. Nous devons résoudre ce problème d'insécurité. La coopération avec la police et le partage des informations pour contribuer à endiguer la criminalité et l'appel du Premier ministre à la population. Déjà plus de 3000 meurtres ont été enregistrés en Haïti entre le mois de janvier et mai 2024 et des milliers de personnes sont aujourd'hui sans abri. Le rappel de grands titres. Ouverture le 16 septembre prochain devant la Cour des justices de l'EAC de l'audience publique qui opposera la RDC du Rwanda. Ce procès intervient consécutivement à l'agression que le Rwanda fait subir à la RDC, notamment dans sa partie Est. Célébration ce 29 août de la journée internationale contre les essais nucléaires, sensibiliser le public sur les effets des explosions expérimentales d'armes nucléaires et d'autres explosions nucléaires afin d'y mettre fin est l'objectif de la journée. À Goma au Nord Kivu, les parents doutent encore de la rentrée scolaire alors qu'on est à 4 jours. Ceci est dû à plusieurs réalités auxquelles ils font face. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30 sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir sur vous.